Bonjour, on reprend là où on s'est arrêté tout à l'heure sur la situation actuelle au Liban, la formation du gouvernement, et le titre c'était l'individualisation, l'esprit de corps ou asabiya et l'état de droit. Ce mélange-là, c'est ça qui est en train d'être discuté actuellement. Parce que ce qui a fait un blocage à tout changement, à tout état de droit au Liban, était, entre autres, le problème confessionnel et l'esprit de corps, puisqu'on n'est pas un pays euh, occidental comme la France. Et d'autre part, ça c'est une hypothèse à discuter, c'est que pour ceux parmi les intellectuels libanais formés soit en France, soit en Occident en général, et qui connaissent très bien leur classique de qu'est-ce que c'est un état de droit depuis Montesquieu, savent très bien qu'ils ont attendu longtemps, à un moment donné, c'était peut-être une illusion, qu'avec l'arrivée de la France, c'était l'arrivée de l'état de droit. Or, malheureusement, c'était la déception. Et ça pose un problème théorique et politique. C'est-à-dire, le schéma simpliste était de dire, et puisque la France est un état de droit, il n'y a pas de raison de ne pas reproduire cet état de droit à plusieurs exemplaires dans les colonies françaises ou dans les pays mandatés pour être gouvernés par la France. Et ce qui s'est passé, c'est le contraire. C'est-à-dire, à commencer par l'Algérie, la France est restée 130 ans en Algérie. Ils n'ont pas fait cadeau d'un état de droit, là. Il y a eu 1,5 million de martyrs, là, pour se libérer, en fin de compte, de la mainmise française sur le pays. Le Maroc, c'est pareil. Le roi est toujours là, la structure communautaire est là, les Kabyles, les Berbères, etc. Et au Liban et en Syrie, c'est pareil. C'est-à-dire, à l'arrivée de la France, ils avaient à affronter une révolte qui s'est déclenchée contre eux, qui a commencé en Syrie, mais qui a eu ses répercussions partout au Liban. C'est la grande révolution syrienne de 1925-27. Et justement, c'était par réaction à la vision française de diviser la Syrie et le Liban en pays, en États confessionnels. Donc, c'est pas vrai que le confessionnalisme est une invention purement libanaise qui a attendu 1943, comme disait la dame de France Culture qui interviewait Nouaf Slam sur son bouquin. Elle le ramenait toujours à 1943, comme si le confessionnalisme au Liban, ça a commencé en 1943, avec le pacte entre chrétiens et musulmans. Mais non, ça remonte à loin, là. C'est un héritage du mandat français. Mais une fois qu'on a compris ça, on se pose la question, non pas sur la responsabilité de la France, hein. On n'en est plus là. On peut se poser des questions sur la responsabilité actuellement du Macron lorsqu'il se mêle du dossier libanais. Mais, et donc, quel était l'orientalisme français qui a fait en sorte qu'ils ont essayé d'imposer des États confessionnels. En Syrie, par exemple, ils ont imposé 5 États confessionnels. Un État pour les Alaouites,
à l'attaquer. Un État druze au Djebel Druze, 2 États sunnites, Alep et Damas, et un État à Al-Jazira, là où il y a les Kurdes actuellement. Et le Liban en prime, puisque c'est consacré depuis le XVIe, XVIIe siècle, comme quoi c'est le lot des Maronites. Donc, il y avait à l'époque ce qu'on appelait le Mont Liban, Montasarrifia, et pour que ce soit vivable, il y a eu un projet français avec le patriarche Ahouayek d'élargir le Liban. On va l'élargir d'où? C'est pas de la Suède. On a essayé de prendre à la Syrie quelques régions et la coller au Liban, en changeant la démographie du pays et en l'élargissant vers un port qui s'appelle Beyrouth, qui ne faisait pas partie du Mont Liban, vers Tripoli, vers le sud, vers la Bekaa. Et les gens se sont révoltés. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord pour suivre le nouvel État maronite. Et c'est parmi ces gens-là qu'on a trouvé des sympathisants avec la révolution syrienne de Sultan Pacha al-Atrash. Bref, donc une fois terminé et massacré cette révolution, Sultan Pacha al-Atrash était exilé au même titre que le Mir Shakib Arslan, et la France a eu le temps de faire la sociologie, de tisser la nouvelle sociologie du nouveau Liban de l'époque, et qui était confessionnel. C'est ça ce que je voulais insister là-dessus. Pas assez longtemps avant 1943. C'est-à-dire, comment ils ont fonctionné les Français chez les 3 taïfas du Liban. Je parle de 3 taïfas parce qu'on parle d'habitude ça je l'ai développé déjà, on parle de 18 taïfas au Liban, selon André Chdid par exemple. Mais c'est pas vrai, il y a 18 millas au Liban, et il y a 3 taïfas. La différence entre Milla et Taïfa, c'est que la Milla, c'est un rassemblement autour d'un sacré, et la Taïfa, c'est parmi les Millas, il y en a plus soudés que d'autres et plus combatifs pour se battre pour la prise du pouvoir. Et ils risquent de former une Taïfa. Il leur faut 2 autres éléments pour former une Taïfa. Un élément d'appui qui vient de l'extérieur, comme chez les Maronites, c'était la France. Sans la France, c'était impossible pour les Maronites de former une taïfa ou de prendre le pouvoir après. Et il faut un autre élément, c'est de réprimer à l'intérieur de la taïfa toute voix qui ne correspond pas au nouveau pouvoir installé. Et c'est là où on rejoint la crise actuelle dans la formation du gouvernement, ce qu'on appelle le système confessionnel. C'est-à-dire, je m'explique, chez les chiites, si on prend la genèse de la formation de cette taïfa, on peut dire que ça a traversé 3 étapes. La première étape, c'était avec le combat contre le mandat français pour l'unité arabe, etc. Et ça a été maté par la France. Donc, qui sont les gens qui se sont battus? C'est le commun du peuple, là, les gens qu'on peut appeler la majorité des gens.
juste en les distinguant des notables, parce que les notables, ils avaient une jambe ici et l'autre, ils ont l'œil qui va gagner pour se ranger, comme d'habitude. Et donc, ça, c'est la première étape. Bon, ils ont fini par être massacrés, ces gens-là, et écartés du pouvoir. Donc, si on dit que c'était la majorité de la ta'ifa chez les chiites ont été écartés, on a mis à leur place les familles chiites, les notables, qui étaient, qui voyaient dans où est-ce que ça va pencher le rapport de force pour se ranger. Et ils ont été compensés par la France. Donc, en gros, on a réparti le pouvoir entre deux grandes familles. Au sud, là où il y a une présence chiite massive, c'est la famille d'Al-Assad, qui sont restés au pouvoir pendant un demi-siècle. On se relayait au chef de parlement, là, d'Ahmed al-Assad jusqu'à son fils Kamel al-Assad. Et à la Beka, les Ahmadis, Sabri Ahmadi, etc. Donc c'était ça, en gros, les familles qui acceptaient de jouer le rôle sous la domination maronite soutenue par la France. Et le projet de la Taïfa a été reporté à beaucoup plus tard. Il fallait attendre les années 60-70 avec l'arrivée de Moussa Sadr pour lancer les revendications chiites et qui se résumaient à l'époque que les chiites réclamaient leur quota sous la domination maronite. C'est ça l'essentiel du projet de Moussa Sadr qui était traduit à l'époque par le mouvement Amal hérité par Nabih Berri actuellement. C'est-à-dire, il n'était pas question de remettre en question ni l'entité libanaise, ni la domination maronite, la Ghalaba maronite. C'était de prendre la part qui revient aux chiites, qui se considéraient comme lésés par la Ghalaba maronite, mais au sein de l'entité libanaise, en gros. Troisième, et ça a aidé à se constituer comme Ta'ifa, la présence syrienne, qui ont œuvré dans le même sens de favoriser la naissance d'une Ta'ifa chiite. Il n'y a pas de pétrole dedans, il y a le fait que les Alaouites sont apparentés du point de vue de la doctrine, c'est à discuter ça, avec les chiites. Non, tous les deux ne sont pas des sunnites, quoi. Les Alaouites de la Syrie. Et troisième étape, c'est l'étape iranienne. Avec Hezbollah, ça devient différent. C'est-à-dire Hezbollah, avec l'appui de l'Iran et le bouleversement que ça a créé, la prise de pouvoir de Khomeini, le 79-80, l'invasion du Liban en 82, obliger l'OLP à quitter le Liban et de perdre sa géographie, c'est-à-dire sa carte du sud Liban, de tirer quelques roquettes sur Israël, et l'intervention syrienne pour imposer ou donner en cadeau le sud Liban à Hezbollah. Ça, c'est nouveau pour l'Iran. C'est ce qui lui a permis d'ajouter à son exportation de la révolution chiite aussi la libération de la Palestine à partir du sud Liban, venu s'ajouter à ça plus tard le Hamas de Gaza qui a été récupéré par l'Iran, faute de
du défaitisme des régimes arabes qui n'avaient rien à offrir aux Palestiniens et qui se repliaient sur eux-mêmes, chacun, sauf qu'il peut, quoi. C'était la dégringolade des régimes arabes ou du consensus arabe, si vous voulez. Tous ces facteurs ont fait que le Hezbollah s'est constitué en طائفة ou a aidé à mettre sur place une ta'ifa très soudée et en annexant secondairement le mouvement Amal, qui se considérait comme partenaire, mais ça faisait partie de la stratégie de Hezbollah, la répartition du travail. Disons que c'était le rôle de Nabih Berri, c'est le visage plus acceptable par l'Occident qui peut négocier au nom de Hezbollah. Et donc de faire, donc, ils ont l'appui externe qui est l'Iran, inconditionnel, et ils ont pratiqué la répression interne. Et ça, c'est une dimension qui n'est pas abordée, ou rarement. Et c'est là où on rejoint la situation actuelle. Comment ça se fait que Nawaf Islam, en formant le gouvernement, est obligé d'attendre les 30 députés chiites qui forment un bloc. Il y a un seul qui parle. Les autres, ils sont là pour dire que nous sommes là. Nous représentons les chiites. Et vous ne pouvez pas gouverner sans le chiite. C'est ça le chantage. Il n'y a pas un seul député chiite en dehors de ce bloc. Maintenant, pourquoi on en est arrivé là? C'est la loi électorale, c'est la répression, c'est le nettoyage interne, idéologique que les autres taïfa ont connu également. Pareil, c'est-à-dire, c'est pas les intellectuels qui manquent chez les chiites, c'est une communauté, c'est une confession très ouverte. Il y a des sommités dans cette intelligentsia chiite, mais ils sont tous, si vous voulez, écartés ou exclus de s'approcher de ce duo Hezbollah-Amal. Le problème, c'est Nawaf Islam, à un moment donné, avec le blocage que lui créait le bloc chiite, qui veut imposer a menacé de faire appel à des ministres chiites en dehors de Hezbollah et Amal. Et là, se pose la question. Et pourquoi c'est une menace? Et ce n'est pas une réalité. C'est-à-dire dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a une équipe qui a mené le pays à la destruction totale, avec des faux calculs, avec une caution de tout ce qui est corruption dans le pays, et qui a protégé des gens, etc. Et pourquoi il ne fait pas la place à d'autres? Moi, je ne menace pas de dire que j'aurai recours à l'intelligentsia chiite si vous ne rentrez pas au gouvernement. Un type comme Ahmed Baidoun, il a toutes les qualifications
d'être dans la formation ou la participation d'un nouveau Liban, comme chiite, mais en dehors de Hezbollah et Amal. Ali al-Amin, etc. Il y en a. Je ne cite pas des noms, mais c'est une règle générale, c'est de dire que ces gens-là, ça fait 40 ans qu'ils sont punis sur un seul pied, ils sont debout sur un seul pied, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique de Hezbollah et de Hamas. Donc, c'est pas gentil les taïfas. C'est d'un côté, tu te bats contre Israël et tu perds, et d'autre côté, tu perds pas politiquement, tu perds militairement. C'est vrai, ils ont combattu, ils ont donné des martyrs, mais c'est pas eux qui ont récolté, c'est l'Iran. Mais en fin de compte, ils n'ont pas perdu politiquement. La preuve, ce qu'on vit actuellement, le blocage actuel. Et ça, c'est une règle, une maxime qu'il faut retenir, qu'il y a des gens qui peuvent gagner ou perdre militairement sans gagner ou perdre politiquement. C'est le cas auquel on assiste actuellement. Donc, ce n'est pas une question que Hezbollah il est en train de nier sa défaite. Non, il a combattu. Mais politiquement, il n'a pas perdu. La preuve, c'est que on a un vrai problème actuellement parce qu'on fait appel à ce qu'on appelle une démocratie consensuelle. Si tu fais un faux pas et tu formes un gouvernement où il n'y a pas de représentation chiite, tu sors du consensus qui gère le pays, pas par écrit, mais selon les habitudes. Mais ça s'applique ça à un moment donné comme chantage. Tu ne peux plus travailler comme équipe. Et c'est là où il y a l'ambiguïté entre comment fonctionne un état de droit dans les bouquins et comment ça fonctionne en pratique. Il paraît qu'au Liban, ce n'est pas les bouquins qui mènent les affaires, c'est la classe politique qui essaye de trouver une fatwa à toute chose pour se reproduire. Et merci.